avec des armes ukrainiennes ou encore occidentales qui sont aujourd'hui entre les mains des terroristes dans le nord du Mali. Je le disais tout à l'heure, le chef du renseignement l'avait rappelé, il s'agissait pour l'Ukraine une victoire car elle doit combattre la Russie qui est son ennemi, peu importe le territoire où son ennemi se trouve. Et donc se saluait de la mort de plusieurs instructeurs russes sur le territoire malien, sans oublier les Africains qui ont bien sûr eu du mal à survivre à cette attaque. Face à ces déclarations et à ces informations qui attestent aujourd'hui de la présence de ces armes ukrainiennes ou encore occidentales sur le territoire africain, faut-il attendre des représailles de ces États concernés, à savoir le Mali et pourquoi pas l'AES entière? On l'a constaté, docteur Yamtimba, la rupture diplomatique, mais y a-t-il autre chose? Si. On peut faire beaucoup d'autres choses. Il y a cette rupture diplomatique qui était déjà une bonne chose. Ça montre que les gens sont sérieux, qu'ils sont construits, structurés et ils savent ce qu'ils veulent. La deuxième chose qui peut être faite, c'est il y a des chaînes commerciales et logistiques dans le monde sur lesquelles les pays africains, en s'organisant bien, peuvent peser. Le drame, c'est que nous n'arrivons pas à peser sur ces chaînes logistiques et commerciales parce que nous sommes de petites entités qui essayent chacune de trouver sa place dans une mer de requins qui sont particulièrement gros. Nous pouvons également, et c'est peut-être l'une des choses que les Africains peuvent faire le mieux, nous sommes là à regarder l'ONU comme si l'ONU était quelque chose de sacré. Mais les Africains doivent exiger pas une réforme, la transformation de l'ONU. Si nous sommes dans un... évidemment, le Mali avait saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, mais en l'état actuel, qu'est-ce que le Conseil de sécurité va faire? D'ailleurs, il y a un de vos téléspectateurs tout à l'heure qui semblait dire une chose intéressante. Peut-être qu'une partie de la présence de l'Ukraine n'est que des opérations sous couverture. Ça pourrait ne pas être ça et ça peut faire partie des deals faits avec l'Ukraine dans le cadre de la livraison du soutien que ce pays reçoit de l'Union européenne ou des États-Unis et de tous les pays du bloc occidental. C'est une possibilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils laissent utiliser leur drapeau, leur tenue, mais par des hommes des forces spéciales des pays qui les soutiennent. Mais il reste aussi que la multiplication des ambassades dont on parlait ici et le fait que celles qui existaient continuent de fonctionner, ce sont tout simplement des points de présence de l'Amérique, des points de présence de l'Union européenne qui se multiplient sur le continent. Et ces points de présence leur permettent de mailler le continent parce que, par exemple, Africom a du mal à trouver un siège en Afrique. Le Botswana même, qui semblait être le bon élève, le nouveau président a dit qu'il ne voulait plus des bases militaires américaines parce qu'on nous a vendu le Botswana comme étant un modèle de réussite, etc. On découvre avec l'élection du nouveau président que c'est 50% de taux de chômage. Et que les beaux diamants servent en fait à nourrir une petite élite et l'essentiel est exporté. Et que les bases militaires étaient là, les bases militaires américaines étaient là pour justement mater la population, etc. Et lui, il voit les choses autrement. Donc, il y a un maillage du continent qui se fait. Et il se fait aussi de cette façon, en utilisant les couleurs ukrainiennes pour donner le change à la Russie. En fait, ils veulent laisser croire que l'Ukraine n'est pas à genoux. L'Ukraine peut entretenir des ambassades, l'Ukraine peut envoyer des contingents de soldats à travers l'Afrique, ce qui veut dire que l'Ukraine a quand même des ressources. Mais c'est tout ça que Donald Trump était en train de dénoncer, en disant, mais des gars qui disent qu'ils n'ont rien, ben comment ils font pour se déployer partout? Mais tout le monde a bien compris qu'en fait, ils n'ont rien et que c'est la plupart du temps des opérations sous couverture. C'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que la réaction des pays de l'AES a été fulgurante et claire, ferme. Parce qu'ils ont très bien compris qu'ils se faisaient manipuler dans cette affaire et que, qu'importe, même si c'est des soldats ukrainiens, il est évident que derrière, les ressources, les flux financiers qui permettent ça, et d'abord, les flux financiers qui permettent ce déploiement ne sont pas des flux financiers générés par l'Ukraine elle-même parce qu'elle n'a pas d'argent. Deux, les armes, ça, on a ici le rappelé tout à l'heure, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps qu'on sait que les armes
fournis à l'Ukraine se retrouvent sur des théâtres d'opérations africaines. Il y en a même retrouvé au nord-est du Congo à l'époque. Et ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi il y a une ambassade qui s'est retrouvée également là-bas. Donc, vous voyez, au Congo et au Rwanda, bon, là, on voit que le contexte géopolitique change un peu et tout le monde court après un accord. Espérons que cet accord-là sortira cette zone de la guerre. Donc, au fond, la grosse interpellation pour les Africains, ce n'est pas l'Ukraine. Vraiment, à la limite, c'est du menu fretin qui n'a pas d'importance, plus d'importance que ça. La grosse interpellation, c'est les Africains. Comment on fait pour rester tranquille, pour ne rien dire, pour ne rien faire, dans une situation où vous êtes à la fois manipulé, mais surtout où vous perdez vos hommes. Parce que l'armée malienne a perdu beaucoup d'hommes à Tinzaouaten. Et le fait pour une armée de perdre des hommes de cette façon, d'une manière tout à fait inattendue, ce n'est pas, on ne s'attendait pas à ce que des armes et des informations stratégiques venues d'Ukraine puissent être disponibles à ce moment-là. Et l'Ukraine n'était pas être au cœur de cette lutte terroriste, mais on a appris quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, dans cette guerre asymétrique, il faut s'attendre à tout. En réalité, il y a beaucoup de forces spéciales hostiles dans le monde, à travers le monde, qui vont s'impliquer à travers des opérations sous couverture, de façon frontale ou tout autre, et qui vont aider ces terroristes parce que cela procède de la stratégie du chaos des Brzezinski et de tout leur think tank, les Attali, pour que l'Afrique ne se relève pas. Parce que tant que vous êtes en guerre, vous ne vous relevez pas. Et c'est ça qui fait toujours sourire les Chinois quand les Américains parlent. Ils disent, mais ces gars, ils ont un problème. Ils n'ont pas de route. Leurs autoroutes tombent en ruine. Leurs hôpitaux n'arrivent pas à se soigner. Ce qu'on appelle les ghettos, les quartiers populaires chez eux, se délabrent de plus en plus. Même leurs universités, ils ont du mal à financer. Ils n'arrivent pas à financer l'éducation. On le sait depuis Obama, qui faisait sa campagne, une bonne partie de sa campagne sur le fait qu'ils vont réhabiliter les écoles primaires. On parle d'écoles primaires et le secteur du secondaire, mais il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. Pourquoi? Parce que des milliers de dollars, justement, partent à l'extérieur dans des guerres. Et ces milliers de dollars qui vont par exemple se retrouver, entre autres, en Ukraine, eh bien, sous forme d'argent liquide, mais également sous forme d'armement, eh bien, une partie dans tous les pays où ils ont été, ils déploient tout ça à travers le monde et même à l'intérieur, puisque eux-mêmes, ils ont toujours des dépassements de budget que le Congrès, pour lesquels le Congrès ne cesse de demander. Mais pourquoi est-ce que vous avez toujours des dépassements de budget? Où va l'argent? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les résultats? On ne sait pas très bien. Vous avez dit, voilà les objectifs. Ont-ils été atteints ou pas? Personne ne sait. Si c'était en Afrique, on aurait dit que c'était que ces gens-là sont corrompus. Bon, quand c'est eux, on dit simplement qu'il y a des dépassements de budget. On ne dit pas que les gens sont corrompus. On ne parle pas de détournement. Mais en Afrique, on dit, oh, ils détournent l'argent, ils sont corrompus. C'est ça qu'on dit. C'est quand on parle des Africains de façon méprisante, c'est ce qu'on fait. Et donc, cet argent se retrouve, ces équipements et cet argent se retrouvent sur des théâtres d'opération où on ne les attendait pas. Par exemple, en Afrique, des soldats africains meurent, des soldats russes meurent, et on est surpris que quelque temps après, le président Poutine dit que la guerre a pris un caractère mondial, mais ça prend un caractère mondial parce que vous tuez leurs gens et parce que là, maintenant, vous utilisez certaines armes sur leur territoire. Je pense que la grosse interpellation, c'est nous les Africains. Que voulons-nous? Comment réagir face à ce genre de situation? L'AES a fait ce qu'elle a pu. Rupture des relations diplomatiques, ils ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Bon, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, faisons quelque chose, même si on sait que ça ne donnera rien, on sait que ça ne donnera rien. Mais tout au moins, ça veut dire que si les Africains, puisqu'on sait d'où viennent ces armes-là, si on a le même type de représailles que les Américains, que les Russes ont, par exemple par rapport aux attaques qu'ils subissent avec un certain nombre de missiles dernièrement, on va dire, ok, très bien, puisque ces armes sont, si elles sont de fabrication ukrainienne, et qu'il y a quand même des composants qui viendraient d'autres pays, ces pays-là sont sanctionnés, point, sur le plan commercial. Si ces armes ne sont pas de fabrication ukrainienne et que ces armes viennent d'autres pays qui ont aidé l'Ukraine, ces pays, c'est des ruptures de relations économiques, sont sanctionnés tout de suite. Il y a beaucoup de pays dans le monde, contrairement à ce qu'on croit, qui dépendent largement des matières premières africaines, au moins. Au moins. Et beaucoup sont là, vendent en Afrique, exportent en Afrique pour des milliards de dollars, discrètement. Certains ne parlent même pas.
discrètement, mais ils soutiennent les gens, les pays comme l'Ukraine qui vont envoyer des armes et des informations aux terroristes pour tuer des soldats sur le sol africain. Imaginez que cette fameuse CEDEAO qui est là, il tourne, etc., qui s'était entendue avec l'AES et avait été dans la même direction que l'AES aujourd'hui, et avait créé au moins une confédération de l'Afrique de l'Ouest. Vous imaginez bien que l'Ukraine réfléchira 2 fois, les soutiens de l'Ukraine réfléchira 2 fois avant d'envoyer les armes là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y aurait... Vous imaginez le nombre de matières premières qui partent de l'Afrique de l'Ouest et qui alimentent le commerce international, et que ces gens du jour au lendemain disent, messieurs, vous êtes sanctionnés, nous ne vous fournissons plus telle matière, et nous allons les fournir parce qu'il y a beaucoup de pays qu'on n'arrive pas à fournir parce que du fait des relations coloniales, l'essentiel va en Occident. Mais imaginez la Chine qui cherche par exemple du coton partout dans le monde et qu'on décide que le coton de l'Afrique de l'Ouest ne va plus en Europe ou en Amérique du Nord. Ils font comment? Ils vont faire comment? Donc nous avons des leviers. On décide que, ok, comme vous êtes dans cette situation, notre café et notre cacao ne vont plus chez vous. Le cartel du cacao est l'un des rares que l'Afrique contrôle, mais on n'utilise pas un tel levier. Alors que c'est des choses que nous devrions utiliser. Tout ce que l'Afrique devrait faire, si la Côte d'Ivoire transformait 50% de 2 millions de tonnes qu'elle exporte, ça doublerait son PIB. Donc, si on a des accords organisés d'une certaine façon, une confédération ou une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, ben on peut voir avec, non seulement à l'intérieur de l'Afrique, on trouvera des expertises pour construire une usine, ou avec certains partenaires plus avenants, plus accommodants, et on décide donc qu'on ne fournit plus l'Europe, on ne fournit plus l'Amérique du Nord pour ces matières premières stratégiques qu'ils viennent chercher chez nous. Et on n'importe plus rien qui vienne de chez eux. Croyez-moi, ça va perturber les chaînes de valeurs internationales. Beaucoup de gens ont tendance à dire l'Afrique c'est rien. Non, l'Afrique ce n'est pas rien. En réalité, cette propagande vise à mettre les Africains dans une situation où ils croient que, en fait, on ne représente rien, donc on laisse les autres faire. C'est faux. Et je crois que le moment le plus important quand vous mettez ce genre de sujet sur la table pour nous, c'est de nous demander, mais comment on fait? Pourquoi les Mozambicains ne se sentent pas concernés par cette histoire? Pourquoi les Namibiens ne se sentent-ils pas concernés? Pourquoi les Libériens ne réagissent pas? Pourquoi les Éthiopiens, les Camerounais, les Botswanais ne réagissent-ils pas? Quand ce sera leur tour demain, qu'en sera-t-il?